devrait t'entendre. Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la Libre Antenne. Donc ce soir, émission spéciale, on va dire, spéciale Jeanne d'Arc, mon cher Alain. Mais non. Ah bon? Ah non, c'est Jeanne la Pucelle. Jeanne d'Arc, c'est un nom qui lui a été donné a posteriori, dans le mythe, mais dans toute sa vie, dans toute son histoire, dans tout ce qui est relaté au cours des procès et de tout ça, c'est Jeanne la Pucelle. D'accord. Même Yéhanne la Pucelle. Donc c'est ça déjà le premier mythe. Oui, alors il y a de toute façon. On va justement présenter. Il y aura aussi un invité avec nous. Alors voilà, on peut raconter l'histoire. Moi, après les Rois Maudits, je me suis vanté. Les Rois Maudits, c'est un succès. Je vais dire, je vais faire Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle. Et donc, ça fait déjà un moment. Je me suis planché là-dedans. Et puis, j'ai bien vu que l'affaire était un peu grosse pour moi parce que, au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais rien de cohérent dans l'histoire johannique officielle, dans la version officielle de l'histoire johannique. Rien de cohérent. Et donc, quand on trouve rien de cohérent, on continue, on lit des bouquins, on investigue, on fait des relations, des recoupements, qui elle a connu, à quel endroit, etc. Ça m'a pris un temps fou. Puis bon, j'ai été malade et j'ai repris après ma maladie et je n'en finissais plus. Je n'en finissais plus. Et donc c'est un peu la même histoire que monsieur Jacques Minier qui va nous assister, puisqu'il connaît l'histoire johannique un peu mieux que moi, et lui, il a eu la même démarche, il a commencé, et puis il a pas terminé, mais sauf que lui, ça fait 5 ans qu'il travaille dessus, et donc il a écrit un ouvrage sur le sujet. Donc comme moi, j'avais déjà préparé un synopsis, et j'avais déjà préparé une histoire, donc on va présenter la chose sous forme d'un dialogue avec Jacques Minier, parce qu'il a des éléments qui, même après mes investigations, je peux vous dire que j'ai passé des jours et des jours et des jours sur Jeanne, comme beaucoup de gens, parce que quand les gens se plongent là-dedans, ils n'en finissent plus, et donc il a donc une connaissance quasi exhaustive du sujet, dans la mesure de ce qu'on peut connaître, parce que finalement, quand on se plonge dans le sujet, on s'aperçoit que les sources sont extrêmement peu nombreuses et qu'il n'existe d'ailleurs quasiment pas de sources qui soient du temps de Jeanne d'Arc, de Jeanne la Pucelle. Ouais. Il n'y a pas de source. Toutes les sources sont des sources postérieures à sa mort réelle ou supposée. Et donc, on voit qu'il y a un gros problème autour de cette personnalité, un gros problème avec l'Église, parce que l'Église en a fait d'abord une hérétique, puis après en a fait une sainte. Alors, d'abord, on s'aperçoit que dans tout ça, il y a des motifs politiques importants qui sont des motifs politiques qui concernent la souveraineté royale. C'est surtout ça. Et donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a un problème, évidemment, tout le monde sait, entre la France et l'Angleterre, un problème profond, puisque vraiment les Anglais perdent leur calme face à Jeanne la Pucelle, et que on voit que on sent le complot derrière tout ça, parce que en fait, il n'y a rien qui tient debout. Quand on regarde la version officielle, il n'y a rien qui tient debout. Alors c'est vrai que les catholiques traditionnalistes disent, voilà, c'est une histoire, c'est une sainte, comme on a parlé de Saint-Denis, rappelle-toi, qui s'est baladé de Montmartre à Saint-Denis avec sa tête sous le bras. Bon, évidemment, c'est un symbole. On ne peut pas prendre ça aujourd'hui comme argent comptant. Et donc, les catholiques qui défendent la sainteté de Jeanne, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, ils disent, voilà, c'est un miracle. D'ailleurs, comme on disait à l'époque. Donc, Jeanne
se comporte comme une chef de guerre, elle est experte à la guerre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle vraiment elle savait faire la guerre, et donc c'est miracle qu'elle savait faire la guerre. C'est une bergère, bon, elle savait faire la guerre, c'est un miracle. Pour moi, je me dis que savoir faire la guerre à cette époque-là, c'est peut-être plus compliqué encore que savoir faire la guerre aujourd'hui. Tu vois, du point de vue de l'entraînement, parce que c'est un entraînement intensif. Hein, monter sur un cheval avec une armure de 25 kg, avec une lance, et aller courir suisse à l'ennemi avec sa lance, après terminer à la hachette, passer des jours complets à cheval, faire des kilomètres, tout ça nécessite un entraînement extrêmement dur et important, entraînement qu'avait tout chevalier. D'ailleurs, jeune, ils commençaient très très jeunes, ils étaient écuyers à 13-14 ans, pas écuyers, pages. On commençait page, et les pages, ils combattaient. C'est-à-dire que Jeanne, elle amène ses pages avec elle au combat. D'ailleurs, il y en a un qui meurt pendant le siège de Paris. Et donc, pendant le siège d'Orléans, je dirais, les Anglais et les Français s'amusent à faire des combats de pages. Ouais, ils rigolent, tu vois. Donc ils mettent des mômes d'un côté, des mômes de l'autre, avec des boucliers d'osier, ils jettent des pierres, il y a des morts. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle coûtait pas cher. Et donc, finalement, plus on avance dans le sujet, plus on avance dans le noir. Alors, c'est un peu ce que Jacques a eu comme expérience, mais lui, il a passé plus de temps que moi sur le sujet, et donc il en connaît beaucoup plus. Voilà. Donc, ceci étant dit, la deuxième chose que je voudrais dire vis-à-vis des chrétiens, des catholiques, que je voudrais surtout pas choquer, qui possèdent une sainte, c'est-à-dire un personnage important dans leur croyance, une sainte française, qui a été canonisée en 1920, et que ce personnage, quand on a commencé à en parler sur Facebook, il y a des gens qui m'ont accusé de dire vous voulez détruire la religion. Moi, ce que je leur réponds, c'est que la croyance en Dieu aujourd'hui, moi je suis athée, mais peu importe, la croyance en Dieu aujourd'hui ne peut certainement pas être la même qu'elle pouvait être au XVe siècle. Au XVe siècle, on avait un univers extrêmement restreint, la Terre était ronde, mais on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Il y avait un ciel, dans le ciel, le soleil tournait, c'est la vision ptolémaïque, le soleil tournait, et puis il y avait, ils voyaient ça comme des sphères de verre, qui étaient les unes emboîtées les unes dans les autres, il y avait les étoiles, et il y avait Dieu qui trônait en majesté au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que les gens à cette époque-là avaient une vision très matérielle de la religion, et qui était proche d'ailleurs des croyances primitives. Pour eux, Dieu, il était là sur son nuage, il n'était pas loin, il y avait la France, l'Angleterre, le Saint-Empire. Bon, Dieu, il n'avait pas finalement beaucoup de boulot à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il y a un univers, il y a des milliards d'étoiles, il y a des millions de planètes semblables à la Terre. Peut-être qu'il existe des gens extraterrestres. Moi, je suis persuadé que forcément il en existe selon la logique. Si tu veux, s'il y a eu de la vie ici, pourquoi il n'y aurait pas de la vie ailleurs? Donc, forcément. Donc, on a aujourd'hui une vision de Dieu beaucoup plus universaliste et qui concerne l'ensemble de l'univers, et que Dieu lui-même, il n'a pas changé. Le Dieu de maintenant, c'était le Dieu qu'il y avait avant. Donc pourquoi ce Dieu aurait, lui, choisi de soutenir la France plutôt que l'Angleterre? Je vois pas. Je vois pas pourquoi Dieu se doit, dans un conflit qui est un conflit de succession royale, le Dieu, s'il existe, devrait plutôt choisir un camp plutôt qu'un autre, d'autant plus que le clergé anglais, lui, il pensait que Dieu était de son côté. Donc l'histoire de dire que c'est Dieu lui-même qui a soutenu Jeanne d'Arc, même du point de vue de la croyance, ça ne peut pas tenir debout.
Ça ne peut pas tenir debout. Voilà. Donc, je ne veux pas choquer les chrétiens, mais je veux donner une vision rationnelle de l'histoire de Jeanne. C'est-à-dire que je ne veux pas détruire le mythe, bien au contraire, mais je voudrais que ce mythe national, puisqu'on est là pour défendre la nation, soit un mythe qui peut être accaparé par tout le monde, qui peut être accaparé par tous les Français de toute religion, ou accaparé par des Français qui ne sont pas croyants, parce que c'est une histoire extraordinaire, que cette jeune femme a réellement combattu, et qu'elle a été d'un courage exceptionnel, et donc elle a combattu pour la France, c'est une patriote réelle, et donc ce que je voudrais rétablir, c'est un mythe, mais un mythe qui soit crédible pour tout un chacun, parce que si on ne fait pas ça, les gens qui ne sont pas des catholiques traditionnalistes, on entend partir, ils disent bah oui, mais votre Jeanne d'Arc, c'est ridicule, c'était un mec, elle n'a pas existé, tu vois, hein, donc si c'est pas crédible, ce mythe va être évacué. Donc on va rétablir un mythe en essayant de rétablir une crédibilité qui n'est pas simple, parce que en fait, on ne peut que travailler comme des flics, comme l'a fait Jacques, hein, des flics, c'est une enquête, on peut parler vraiment d'une enquête de police, et que on va procéder par des recoupements, par son relationnel, et on va essayer d'en faire quelque chose qui soit crédible dans cette histoire incroyable. Ce qui est incroyable, seul exemple, moi qui m'a stupéfait, c'est que les Anglais mettent le siège devant Orléans, c'est un faux siège, quoi. C'est pas vraiment un siège, parce que les gens ils rentrent et sortent, ça n'a jamais été un siège. Hein, et ça dure du mois d'octobre jusqu'à début mai. Hein, arrive Jeanne d'Arc, hein, et 3 jours de combat. 3 jours de combat, c'est plié. 3 jours de combat. Alors qu'avant, il y avait des escarmouches, ils se bagarraient d'une façon plus ou moins ridicule. Et donc, le problème est réglé en 3 jours. Je veux dire, quand même, y compris avec les mérites militaires de Jeanne d'Arc, il y a quelque chose de curieux quand même, hein, là-dessus, puisque finalement les Français n'y croyaient plus, puisqu'ils ont été pleurer auprès du duc de Bourgogne pour qu'il enlève ses troupes. Donc voilà la problématique, c'est que rien dans la version officielle n'est crédible, y compris du point de vue chrétien. Je parle du point de vue chrétien moderne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors attends, je vais mettre le son. On va donner la parole. Alors on va accueillir notre invité déjà. Alors attends, je te mets le son, qu'on puisse l'entendre. Voilà, donc bonsoir. Oui. Bonsoir. Voilà. Oui, effectivement, j'ai écouté attentivement ce que peut me raconter Alain, et il y a beaucoup de choses, effectivement, de son avis. Mais je vais peut-être apporter quelques compléments et puis peut-être quelques nuances. À savoir qu'effectivement, il ne faut pas considérer les choses de notre point de vue du XXIe siècle. Il faut considérer des gens du XVe. Or, contrairement à ce qu'il a dit, au XVe, on savait dans certains milieux que la Terre était ronde, mais l'Église prétendait toujours qu'elle était plate. Par ailleurs, effectivement, on peut se poser la question, Dieu était-il vraiment en retard? Parce que cette guerre qui durait depuis 100 ans, pourquoi fallait-il qu'il attende tout ce temps pour trouver une pucelle et pour enfin envisager d'y mettre une fin? On peut penser soit qu'il est de très mauvais stratège, ou alors c'est que les pucelles manquaient à l'époque, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est certain que la préparation de cette émergence à l'histoire d'une jeune femme qui va mettre un terme à cette guerre de longue durée est quelque chose qui a été préparé de longue main, à mon avis. Et pour aller dans le sens de ce que disait Alain,
on assiste à Orléans, non pas à un simulacre de bataille, mais à quand même quelque chose d'assez étrange. C'est vrai que le siège a été mis en octobre, oui, je crois, de l'année précédente, en 1428. Et ce qui est étonnant, c'est que Jeanne dira qu'on l'avait préparé à partir de l'âge de 13 ans à venir lever le siège d'Orléans. Ça veut dire quand même quelques années avant. Par ailleurs, je crois que c'est Salisbury ou Bedford, je ne me souviens plus lequel, qui dira beaucoup plus tard qu'il ne savait pas qui avait décidé de mettre le siège à Orléans, chez les Anglais. Hein. C'est quand même assez quelque chose d'un petit peu perturbant. Jacques, d'autant plus. Je me permets de vous couper parce qu'on va avoir une grande partie consacrée au siège d'Orléans. Et donc, ouais. Là, je vais continuer à introduire le théâtre. Hein, et donc, ouais. On interviendra et vous interviendrez sur chaque scène, on va dire. D'accord. On peut découper l'histoire de Jeanne. C'est une pièce de théâtre, il y a des scènes. Donc, oui, là, c'est carrément une mise en scène, et ça se finit par une mise en scène d'ailleurs, oui. Ça se finit par une mise en scène. Donc là, on va commencer par le début, qui est en fait... Si vous pouvez, pardon, juste Jacques, si vous pouviez relancer votre caméra, parce qu'en fait, on a l'image qui s'est bloquée un peu. Si vous pouviez juste... bon oui, si vous pouviez relancer la caméra. Alors, donc, ici... Ça va mieux ça va arriver, je pense, que c'est reconnecté. Je peux continuer? Oui. Bon, donc on va passer la vue 0, hein, chers amis, qui est l'arbre généalogique de Philippe le Bel. Hein, et on va commencer par la fin de notre précédente émission historique qui était sur les rois maudits et le problème de la dynastie capétienne qui va s'éteindre là. Donc il faut donc rappeler que la problématique est que la femme du fils de Philippe le Bel, je ne sais pas si c'était Philippe le Long, là ça ne marche pas ma clé. Donc, elle a été donc prise comme adultérine, hein, elle a été emprisonnée et elle a eu une fille qui est Jeanne de Navarre, Jeanne II de Navarre, et que cette Jeanne II de Navarre, on n'était pas certaine qu'elle était engendrée par un roi. Et donc, on a inventé une loi salique pour l'empêcher de devenir reine de France, puisqu'elle devait être reine de France. Et finalement, voilà. Bon, ça y est, j'ai un petit incident, mais ça fait rien. On va continuer. Donc cette Jeanne de Navarre, on invente une loi salique pour la mettre de côté, mais en plus on lui fait signer une renonciation au trône de France, hein, pour être sûr, c'est les deux côtés. Bon, et donc d'un autre côté, Isabelle, la femme d'Édouard II, a un fils, Édouard III, qui est roi d'Angleterre, et qui lui dit votre loi salique, c'est du pipeau. Jeanne II de Navarre a renoncé au trône par écrit. Donc, l'héritier, moi je suis un véritable capétien, hein, évidemment, c'est le petit-fils de Philippe le Bel, c'est l'arrière-petit-fils de Saint-Louis, et donc il dit, moi je suis vraiment l'héritier réel du trône de France, Édouard III. Voilà. Et donc, c'est là que se pose le problème. Derrière, les deux frères, les trois frères, donc, n'ont pas de descendance masculine. Hein. Et finalement, la dynastie va passer aux frères de Philippe le Bel,
Charles de Valois, et qui a un fils, Philippe de Valois, donc Philippe VI, et donc la dynastie va passer des Capétiens aux Valois. Alors, donc c'est là où il y a un problème, et donc Édouard III veut absolument réclamer sa couronne. D'ailleurs, il a préparé les armes d'Angleterre. Les armes d'Angleterre, c'est un écarté avec les armes de France et les armes de Normandie. Donc, et pendant longtemps, d'ailleurs, les rois d'Ngleterre diront qu'ils sont rois de France et d'Angleterre, jusqu'à la reine Victoria et Napoléon III. Voilà. Donc, pour lui, il dit, le roi de France, c'est moi. Et Philippe VI, il dit, le roi de France, c'est moi. Donc, il y a un gros souci. Et donc, la guerre de 100 ans commence avec la bataille de Crécy, et avec une bannière à la convocation de l'Hoste royal. Sa bannière, donc il y a un chevalier banneret, autour il y a ces chevaliers qui sont en général des cadets d'autres maisons qui se sont loués à cette maison-là, il y a des écuyers, et donc il y a une hétérogénéité terrible, puisque certains amènent 20 hommes, d'autres 10, d'autres 100, d'autres 40, et donc il n'y a pas vraiment de chef dans cette affaire-là, et donc ces chevaliers n'ont qu'une manière de combattre, une seule et unique, qui est la charge de cavalerie lourde à la lance. Ils méprisent les armes de trait. Pour eux, ce ne sont que des manants. D'ailleurs, un chevalier ne doit pas utiliser d'armes de trait, mais ne doit soit combattre à la lance, soit en combat singulier à pied. Donc, une bataille, c'est un choc de deux cavaleries lourdes, puis après on met pied à terre, et puis c'est des suites de combats singuliers. Bon. Donc, on essaye dans cette guerre de faire des prisonniers pour prendre des rançons. Mais les Anglais, c'est pas du tout ça. Les Anglais, eux, ils ont une armée qui est complètement différente, puisque ils ont des gens qui sont sous contrat et soldés. C'est-à-dire ils recrutent essentiellement des roturiers, ou des roturiers riches, ce qu'on appelle les yeomen, et ces gens-là s'entraînent en permanence au combat, et ils utilisent essentiellement l'arc, ce qu'on appelle le longbow, qui est un arc puissant qui fait 2 mètres de haut, et donc le but de la guerre anglaise, c'est de tuer l'ennemi, carrément. Donc on tire dedans, on abat les chevaux, si le chevalier tombe, on va l'égorger, et les plus riches, on va les prendre pour les rançonner, mais souvent, comme à Crécy, comme à Azincourt, ils n'ont pas la capacité d'emmener tous ces prisonniers, et ils exécutent, en les égorgeant, une grande partie de leurs prisonniers. Donc, on a donc deux types d'armées qui sont différentes, et tant que les Français utiliseront toujours ce type de combat, ils seront toujours perdants, toujours, jusqu'au moment où ils vont commencer à comprendre qu'il faut déjà peut-être s'occuper des archers avant d'envoyer à la cavalerie haute. La première fois où ils le feront, c'est à la bataille de Crécy, puis on en parlera plus tard, c'est l'arrivée des armes à feu, c'est-à-dire que la France croit aux armes à feu, surtout grâce à Yolande d'Aragon, et qui, elle, pourvoit l'armée française en armes à feu, et donc c'est l'utilisation des armes à feu qui va faire la différence contre l'Angleterre. Donc voilà, il y a ce problème dynastique. Au début, c'est une guerre dynastique, on ne parle pas d'anglais, on ne parle pas de français, il y a beaucoup de Français qui sont du côté anglais pendant longtemps, donc il n'y a pas d'histoire nationale. D'ailleurs, Édouard III est complètement francisé, il parle français, toute la noblesse parle français, il n'y a que les soldats, les yeomen, qui parlent le début de ce qui est l'anglais. Donc on voit bien cette différence fondamentale de culture guerrière qu'il y a, et on dit qu'avant Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle, le ratio des combats, c'est les Anglais gagnaient à 1 contre 10 contre les Anglais, à peu près. Et ils gagnaient tout le temps, à 1 contre 10.
après Jeanne la Pucelle, le ratio s'inverse. Hein, donc c'est aussi curieux. Bon, donc on en arrive là. Il y a aussi, à cette époque, il y a aussi un problème politique entre les deux partis qui ont une vision du pouvoir différent, qui c'est ce qu'on appelle le parti bourguignon et le parti armagnac, et le parti anglo-bourguignon, puisque on l'a déjà dit, l'Angleterre, depuis Jean Santerre et la Magna Carta, possède un parlement, hein, une chambre des communes, et que cette chambre des communes prend de plus en plus de pouvoir, et que à cette époque-là, au XVe siècle, la chambre des communes vraiment dirige le pays. Le roi ne s'occupe que d'organiser la guerre, mais les lois sont faites par la chambre des communes. Alors il faut bien voir que le bourgeois français, lui, il regarde ça avec intérêt. Hein, il se dit, bah tiens, sous le système anglais, moi j'aurais plus de pouvoir. Et donc, les bourgeois, surtout à Paris, réclament ce pouvoir, et donc il y a souvent des révoltes. Donc il y a la révolte des cabochiens, hein, des bouchers, des écorcheurs, enfin ces gens-là, donc une révolte terrible du parti bourguignon, et on peut passer la vue numéro 2, hein. Là, on va passer, la une, je la passerai après, la vue numéro 2, où on voit les massacres terribles qui se passent à Paris, où les cabochiens et les anglo-bourguignons massacrent les Armagnacs, et ce massacre reviendra dans l'autre sens. Donc on s'entretue quasiment pour des motifs qui sont en fait des motifs politiques. Donc, là où commence notre affaire, c'est donc au traité de Troyes. Alors le traité de Troyes, Jacques, c'est quelle année? C'est 1420. 1420, traité de Troyes. Donc là, passez-moi la vue 1, hein, on voit la carte de France, la vue 1, et donc on voit là que d'après ce traité de Troyes, la France est coupée en deux. Donc il y a une partie anglaise qui est donc le nord, en gros le nord de la Loire, et aussi avec l'Aquitaine, et une partie qu'on appellera le royaume de Bourges. Ce qu'on appelle le royaume de Bourges. Voilà, un petit peu. J'ai un petit peu laissé la parole à Jacques qui va nous parler de la descendance de Charles VI, de ses 3 fils, et puis de Charles VII, et de la répudiation par Isabeau de Bavière de Charles VII. Comme ça, je pourrais me reposer un petit peu. Voilà, je laisse la parole. Hein, sur Charles VII, la descendance, et Isabeau de Bavière. Oui, effectivement, ce brave Charles VI, qui était un petit peu fou, avait eu déjà d'Isabeau de Bavière un certain nombre d'enfants, dont 3 fils qui auraient pu être en âge de régner à l'époque, au 1420, à l'époque du traité de Troyes. Sauf que il y en avait un qui était mort tout bébé, le deuxième relativement jeune, et le troisième quelques mois avant la signature du traité. Ce qui fait que, en réalité, en fonction de la loi dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la succession par les mâles, Ouais. il n'y avait plus personne, sauf le dauphin Charles. Malheureusement, la reine Isabeau a déclaré dans le traité de Troyes que le dauphin Charles était un bâtard. Alors les bâtards, c'est bien, il y en a eu plein, ils étaient reconnus comme des princes et éduqués comme tels, sauf que ils ne pouvaient pas régner. Et bien évidemment, ça posait un sacré problème. Et pourquoi est-ce que la reine Isabeau a déclaré une telle chose? C'est que, en fait, depuis 1394,
le roi et la reine faisaient non même pas chambre à part, mais domicile à part, puisqu'elle avait, elle, son propre hôtel particulier, l'hôtel Barbette, dans le quartier du Marais, et que le roi en avait un de son côté. Et en réalité, Isabeau, qui était encore une très belle femme, avait encore quelques aspirations, et il y avait évidemment des gens qui tournaient autour, dont le propre frère du roi, Louis d'Orléans, duc d'Orléans. Louis était un homme à femme, apparemment, et il n'est pas exclu, en tout cas c'est mon point de vue, qu'il soit le père du dauphin Charles, puisque ce dernier est né, je crois, en 1397, ou non, en 1403. Oui, je crois que c'est en 1403, en fait. Et donc, il ne pouvait en aucun cas être le fils de Charles VI. La reine aura un autre enfant, quelque temps plus tard, en 1407, dont on dira qu'il était un enfant mort, pratiquement à la naissance, soi-disant Philippe, mais en réalité, on n'a trouvé trace nulle part, même pas dans les caveaux princiers de la basilique près de Paris, là. Et donc, on est amené à douter réellement de l'existence de ce Philippe. Par contre, il n'est pas exclu que ce bébé n'ait pas été un mâle, mais ait été un enfant qu'on appelle intersexué, c'est-à-dire dont le sexe n'était pas encore parfaitement déterminé à la naissance. Et comme il s'agissait à l'évidence d'un enfant adultérin, il était difficile de le reconnaître comme un bâtard princier, et donc on en a eu un petit peu honte, d'autant plus que de nombreux libelles circulaient déjà dans Paris. Et on aurait pu penser, on aurait pu craindre que c'était la punition du ciel, que cet enfant ne soit pas tout à fait normal, dans la mesure où c'était un enfant adultérin. Donc on l'a probablement caché. Et à partir de là, on se pose la question de savoir est-ce que cet enfant n'était pas la future Jeanne. Or, on verra beaucoup plus tard, j'avance peut-être un peu vite, mais que Jeanne aurait très bien pu s'appeler autrement, notamment Claude. Et Claude est un prénom ambivalent. Oui. On y reviendra sans doute plus tard. Oui, on y reviendra. Donc, j'ai un petit incident par rapport au suivi. Donc, on va maintenant s'intéresser à l'environnement johannique. Hein. C'est-à-dire que la légende l'a fait naître à Domrémy, en Lorraine. Et il y a déjà un petit souci, c'est que à l'époque, Domrémy n'est pas en Lorraine, mais en Barrois, et que la limite entre le Barrois et la Lorraine, c'est la Meuse, puisque on appelle ça le Barrois flottant. Cette limite sur la Meuse a été imposée par Philippe le Bel, et donc il y a cette partie, Barrois flottant, qui a été lorrain, qui ne l'est plus, qui est peut-être champenois. Finalement, on ne sait déjà pas au départ si notre pucelle est du Barrois, de Lorraine ou de Champagne. Bon, en fait, elle est du Barrois, et que dans cet espace, il y a des choses extrêmement intéressantes, parce qu'on s'aperçoit que le duc de Bar est devenu, que René d'Anjou, hein, est le successeur du duc de Bar,
Et René d'Anjou est le fils de Yolande d'Aragon. Voilà. Déjà, on trouve, parce que moi j'étais parti sur une piste, Yolande d'Aragon, je me suis dit, cette femme-là, elle est quand même extraordinaire, c'est une maîtresse femme. Yolande d'Aragon dirige, enfin, c'est plutôt Yolande d'Anjou, parce qu'elle n'aura jamais régné sur l'Aragon. En fait, son mari, lui, guerrois en Italie, hein, il est dans le parti guelfe, puisque les Anjou sont rois de Naples, et que défendent le pape contre le Saint-Empire. Hein, donc ce serait un grand ennemi du Saint-Empire, des Hohenstaufen. Et donc, il ne s'occupe que de l'Italie. Il mettra très peu les pieds en France, hein, l'Italie qui est en plein Quattrocento à l'époque, et ça l'intéresse beaucoup de jouer un rôle politique très important. Donc Yolande d'Anjou gère son patrimoine, c'est une organisatrice, une marieuse, elle a marié sa fille à Charles VII, hein, elle pourvoit Charles VII en maîtresse, puisque Charles VII avait un harem, on peut dire réellement un harem, et que donc au travers de ces femmes, elle possède des femmes qui sont à la fois des intrigantes, des espionnes en fait. Hein. Elles sont là pour espionner, pour coucher et pour rapporter. Donc, elle a quand même réussi à faire adopter son fils par le duc de Bar, qui est un évêque, et donc, cardinal même. Cardinal, voilà, cardinal. Et donc, René d'Anjou est l'héritier du Barrois, et ensuite, elle fait marier René d'Anjou avec Isabelle, la fille du duc de Lorraine. Donc, la maison d'Anjou s'étend à l'est, hein, le Barrois, la Lorraine. On verra que la Lorraine, c'est important, parce que Jeanne, avant de partir à Chinon, ira rencontrer le duc de Lorraine. On peut se demander pourquoi. Mais on sait quand même pourquoi, puisqu'il y a toujours derrière Jeanne soit René d'Anjou, alors soit c'est quoi, Yolande d'Aragon. C'est la fille légitime, Jeanne d'Arc, je comprends pas. Alors, on reviendra sur la filiation. Là, pour l'instant, on est en train de continuer notre enquête de police et de voir cet environnement. Hein. Pourquoi la famille d'Anjou s'intéresse tant à cette jeune femme, hein, et comment elle arrive, et pourquoi elle arrive à être entraînée, puisque on ne peut pas dire autrement qu'elle a été entraînée comme un chevalier, et dans quel environnement. Là, je voudrais montrer les deux vues 3.1 et 3.2, qui sont le château de Méun c'est sur Loire. C'est un château extraordinaire où aimait vivre Charles VII. C'est un château, même Walt Disney n'aurait pas osé faire un château pareil. Donc lui, ce qu'il aimait, Charles VII, il voulait qu'on le laisse tranquille avec ses femmes. Donc il avait ses maîtresses qu'on lui avait fournies, il pouvait choisir, elles étaient plus belles les unes que les autres. D'ailleurs, en 1430, il va avoir Agnès Sorel, hein, et la plus belle femme de l'époque, un sex symbole. Et donc, et lui, pour l'instant, finalement, il n'en a rien à foutre de tout ça. Et il est prêt même à abandonner complètement. Il dit, bon, moi je vais me retirer avec mes femmes, et puis voilà. Mais derrière, la maison d'Anjou ne voit pas ça très bien. Et puis je suppose que la maison d'Orléans, c'est la même chose, mais Charles d'Orléans, le fils de Louis, qui a été assassiné par les Bourguignons, hein, il faut dire ce qu'il est assassiné. Charles d'Orléans, lui, il est prisonnier
en Angleterre, il était fait prisonnier à Azincourt, et donc la maison d'Orléans est dévolue au bâtard d'Orléans, bâtard, donc, qui deviendra le comte de Dunois, et qui, lui, est chargé de défendre Orléans. Donc on voit que il y a deux partis dans ce fameux royaume de Bourges. Il y a un parti de dire on va où on négocie, on n'en a rien à faire, qui est le parti aussi du conseiller de Charles VII, qui est Georges de la Trémouille, qui est vraiment un type extrêmement douteux et qui est payé grâce par les Bourguignons. Alors on se demande pourquoi Charles VII a un conseiller spécial payé par les Bourguignons. C'est quand même que tu as une idée, bref, Jacques, de ça. Ouais, je ne suis pas persuadé que c'était le portrait qu'on en a fait soit fidèle. À mon avis, il y a quelque chose de caché là encore derrière, parce que il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on parle des Templiers. Non, je te laisserai en parler entièrement tout au long là-dessus. Ça va vous faire drôle tout à l'heure, parce que logiquement, les Templiers ont disparu depuis un siècle à l'époque de Jeanne d'Arc. Or, il en existe toujours, occultés en France, mais tout à fait ouverts et officiels à l'extérieur. Et aussi bien la Trémouille que beaucoup d'autres compagnons de Jeanne d'Arc, à commencer par Gilles de Rais, la Trémouille n'était pas un compagnon de Jeanne d'Arc. Sont de descendance templière. Oui. Jacques, et là, oui. La Trémouille n'est pas un compagnon de Jeanne d'Arc. Bien sûr que si. Il sera toujours hostile. Il a un trait. Non. Oui, non, il approuve pas forcément je dirais, la stratégie. Mais il est du côté de Charles VII, il n'est pas chez les Bourguignons. Et donc, Yolande d'Aragon et Arthur de Richemont essaieront de le faire assassiner. D'ailleurs, il y échappera très peu. Il intrigue pour disgracier Richemont, qui est un personnage important, puisque c'est lui qui va commander les armées françaises avec succès. Donc, oui. donc je ne sais pas. Non, mais il est clair qu'il y a des rivalités d'ego, comme il y en a encore aujourd'hui dans la politique, c'est évident. Mais pour autant, il est forcément du côté de Charles VII. Il n'est pas du côté anglo-bourguignon. Donc, je continue mon exposé. Donc, on voit ces fameux châteaux où aime se prélasser Charles VII avec ses femmes, qui lui, il demande qu'on lui fiche la paix. Et derrière, il y a la maison d'Anjou qui le titille en disant non, faut combattre. Donc là, on va passer la vue 3, la carte. Donc, on voit sur cette vue 3 les deux grandes zones. Je ne sais pas si tu vois les cartes, Jacques. Non, moi je vois rien du tout. Moi, je me vois moi, c'est tout. Je suis en train de passer une carte où d'un côté j'ai entouré la zone de l'Est, qui est la zone de René d'Anjou, en gros, qui est partie qui nous joue. La Yolande d'Aragon, la maison d'Anjou joue un très grand rôle. C'est la zone où Don Rémy, Vaucouleurs et tout un ensemble de lieux extrêmement importants. Puis j'ai entouré la zone autour d'Orléans, en montrant que tout ça, ça va se jouer entre les deux. Cette zone-là et cette zone-là, ça fait partie de l'enquête policière qu'on est en train de mener. Donc là, je vais bientôt te redonner la parole sur cette partie-là. Alors, on va passer la vue 5. Alors, voilà, donc c'est une vue. Où sont les images? Pardon? Voilà, donc il y a la vue 4 qui est une vue un peu plus proche, où on voit où se situe Don Rémy, le fameux ermitage que Jeanne fréquentait, où se trouve le Gondrecourt,
là où Bertrand de Poulengy résidait, qui est à 15 km. Bertrand de Poulengy qui accompagnera Jeanne jusqu'à Chinon, hein, et que lui, il fréquentait la maison des Arcs. Bertrand de Poulengy, c'est le seigneur du coin. Hein, oui. Donc il a un château et il fréquente assidûment la maison des Arcs. Il connaît l'arbre aux fées, il a témoigné. Donc pourquoi le seigneur du coin fréquente la maison des Arcs? Jacques va nous le dire tout à l'heure. Il y a au nord, on voit un peu plus au nord, il y a Vaucouleurs, où réside Robert Baudricourt, qui lui est un proche de René d'Anjou. Hein, c'est son champion, un très très proche. Donc c'est lui qui va permettre à Jeanne de partir à Chinon. Hein, donc on voit en haut Bar-le-Duc, où réside le duc de Bar. Tout ça c'est pas loin. Bertrand de Poulengy, qui est proche de Domrémy, aussi est un vassal de René d'Anjou. Donc on se retrouve dans cette situation, donc dans une zone d'influence notoire de la maison d'Anjou. Et si on passe la vue, voilà, la vue 6, hein, on n'est pas dans... Je donnerai les ordres. Là, on voit une vue, je dis pour Jacques, c'est une vue de Domrémy. Ça, c'est le village, ça. Voilà, hein, une vue de Domrémy. On voit en rond la situation de la maison supposée de Jeanne, et on voit à droite la Meuse, et qui est la limite entre... À droite de la Meuse, c'est le Saint-Empire, et à gauche, c'est la France. Hein, donc, et Jeanne est à la limite de la Lorraine. Donc à droite, c'est la Lorraine. La Lorraine est dans le Saint-Empire et pas dans la France. Et à gauche, on est dans ce qu'on appelle le Barrois flottant, c'est-à-dire l'ex-Lorraine, qui était annexée au temps de... Alors c'est une zone un peu curieuse, un peu un no man's land. Hein. On ne sait pas trop tout ça qui règne là-dessus. Et tu m'as dit aujourd'hui, Jacques, qu'à Domrémy, il y avait le château de Lille. Alors peux-tu nous parler là, juste du château de Lille? Ouais. De Lille. C'est simple. Oui, de Lille avec l'apostrophe, comme une île, quoi. Et ce château était effectivement un château qui était dans le centre de Domrémy, puisque si vous regardez la carte, vous l'avez sous les yeux. Enfin, je l'ai pas moi. Hein, j'aimerais bien. J'ai aucune image de vous là. Mais bon, j'imagine, je connais bien cette carte. Il y a sur la Meuse, il y a une espèce de fourche à l'entrée du village. Il y a deux bras de la Meuse qui se rejoignent et au milieu une île. Est-ce que vous la voyez? Alors, est-ce qu'on la voit? En tout cas, à cet endroit-là, il y avait effectivement le château, ce qu'on appelait la forteresse de Lille. Oui. Est-ce que c'était un grand château? Je ne sais pas. C'était tout simplement quelques hauts murs. Mais une chose est sûre, c'est que à partir de 1420, et 1420, c'est une date pivot dans cette histoire, parce que à partir de 1420, c'est-à-dire de la signature du traité de Troyes, c'est en 1420 également que Yolande d'Aragon marie son fils René à la fille du duc de Lorraine. René n'a alors que 12 ans. Mais bon, on mariait les enfants jeunes à cette époque-là, sauf que effectivement, c'est pas lui qui décide. Or, pour que René d'Anjou devienne d'abord comte de Barrois, puis ensuite il a été élevé en duché, il lui fallait d'abord résoudre un problème qu'il avait avec les comtes de Luxembourg, les ducs de Luxembourg.